Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Oui, donc c'est pas péjoratif par rapport. oui, intelligence politique, Ouais, tout à fait. Essayer de serrer les niveaux. Alors diplomate, mais aussi religieux. Et si on reprend par exemple l'exemple de Richelieu, pendant la guerre de 30 ans, Richelieu va abolir les brevets qui entouraient l'édit de Nantes, donc cet édit de pacification 1598 en France, et qui assurait aux protestants une structure militaire en France. Mais il n'abolit pas l'édit de Nantes. Et donc lui-même différencie bien des niveaux. On veut veiller à avoir une pacification minimale en France. Et on va distinguer de plus en plus, au fil du conflit, ce qui relève de la conviction religieuse, des dogmes, et on va se dire cela relève des théologiens, et on va traiter donc les problèmes, y compris les problèmes religieux, dans leur aspect civil, dans leurs incidences civiles. Et donc il y a une sorte d'autonomisation du politique qui se joue pendant la guerre de 30 ans. Alors, c'est pas une guerre tout à fait traditionnelle, parce que là, aujourd'hui, en plus, on est le 6 juin, le jour de cet enregistrement, donc c'est facile. La Deuxième Guerre mondiale, on a le début, on a la fin. Les guerres traditionnelles, on va dire, c'est ce que vous dites au début du roman, de votre livre, pardon, pas roman, livre d'histoire. Il y a en général un début, une fin. Là, c'est plus compliqué que ça, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette guerre ? Allez, dites-nous un peu. Oui, alors la guerre commence le 23 mai 1618. Là, on peut dire qu'il y a un véritable début. Alors, des nobles tchèques vont jeter par la fenêtre du château de Prague, du Hradčin de Prague, des représentants de l'empereur. Alors, cette fenêtre, on la voit toujours de nos jours. Je vous conseille d'aller à Prague, au Hradčin, au château, et on voit que c'était une forteresse encore très féodale à l'époque, et c'est situé à 17 mètres de hauteur. Donc, il y a une volonté de meurtre, et par le biais de ces représentants de l'empereur, c'est évidemment l'empereur lui-même qu'on vise. Et l'empereur est très humilié. Il interprète immédiatement ce geste comme une rébellion contre sa personne et comme une guerre civile. Et donc va chercher des alliés. L'Espagne, elle l'a papauté. Et de leur côté, les nobles tchèques vont aussi chercher des alliés. Ils vont chercher du côté de l'Angleterre, qui va être assez réticente, mais aussi du côté du Palatinat. Et là, ça va fonctionner. Donc d'emblée aussi, on n'a pas d'armée, on n'a pas les moyens de mener la guerre, donc on va chercher des alliances pour faire un petit peu payer la guerre par les autres. Et donc d'emblée, on entre dans une guerre internationale. Donc le début, je pense qu'on peut le délimiter précisément. Alors la fin, si vous lisez bien sûr les livres d'histoire classique, vous verrez 24 octobre 1648, traité de Westphalie. C'est en fait le deuxième traité. Le premier a été signé à Osnabrück en mars 1648, et puis le deuxième donc à Münster. Ce sont deux villes au nord-ouest de l'Allemagne. Qui mettent fin officiellement à la guerre de 30 ans. Cela dit, ces deux traités de paix ne règlent pas le destin des armées qui restent sur place, qui ne sont pas payés, qui ne sont pas démobilisés. On n'a pas du tout prévu cela dans l'accord de paix, et puis qui vont payer plus que jamais. Et il faudra un deuxième accord à l'été 1650, qui est à Nuremberg, pour démobiliser toutes les armées et pour que la paix concrète s'instaure sur place. Et souvent, même, ça s'étire encore un petit peu en longueur, jusqu'en 1653. C'est incroyable ça. Et donc il y en a partout, dans tous les domaines, et à chaque fois très transversal, c'est-à-dire qu'il y a, comme je le disais au début, la religion, le politique, tout est réuni à chaque fois en fait. Tous les enjeux. Tous les enjeux. Oui. Et en même temps, ces délégués qui sont réunis dans ces congrès de paix, qui sont très très nombreux. C'est ça, ouais. 350-400 personnes, donc c'est un congrès énorme, il n'y a jamais eu un congrès aussi vaste. Ils parviennent à serrer les problèmes, à hiérarchiser les problèmes et à avancer pas par pas. Ils vont inventer une méthode de négociation tout à fait intéressante, peut-être qu'on y reviendra, dans laquelle on va imposer une sorte d'agenda, c'est-à-dire décider quel est le problème le plus important, traiter de ce problème le plus important et faire signer tout le monde. Et donc c'est acquis. Et puis on avance comme ça, pas par pas, et on arrive donc à une paix qui va pacifier très très durablement l'Europe centrale. Ça c'est fantastique. J'imagine que, je connais la réponse, mais les alliances ont changé au cours de ces 30 ans. Ça a évolué, oui. Notamment avec nous. Oui, alors les alliances, bien sûr, évoluent beaucoup. Les Habsbourg, donc l'empereur est de la famille des Habsbourg, c'est son cousin qui est à Madrid, et bien sûr, ils vont s'allier.
La France, par rivalité dynastique, est opposée aux Habsbourg, alors même qu'ils sont catholiques. Voilà. Donc ça pose quand même un problème de conscience. Du coup, la France va s'allier à des puissances protestantes. Donc ça, c'est l'un des paradoxes de la guerre de 30 ans. La papauté, par ailleurs, ne condamne pas l'alliance de la France avec la Suède protestante, par exemple. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que la France qui a une position paradoxale. Alors la France, elle intervient en fait très tôt dans la guerre, dès les années 1620, dans une vallée suisse stratégiquement essentielle qui s'appelle la Valteline, c'est dans les Grisons. Parce que elle se voit encerclée par ces Habsbourg. Il faut voir que le Milanais est habsbourgeois, la Franche-Comté est habsbourgeoise, les Pays-Bas sont habsbourgeois, et puis évidemment, il y a l'Espagne de l'autre côté. Et la France va chercher à barrer ces zones de passage stratégiques que sont, par exemple, ou qu'est cette vallée de la Suisse qui permettait à l'Espagne de transiter tous ces soldats depuis le Milanais jusqu'à la vallée rhénane. Donc elle intervient très tôt, elle intervient aussi à Mantoue, dans le nord de l'Italie. Si vous y allez, c'est une ville absolument magnifique. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.